RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Merci d'être avec nous. Et en avant pour le grand format, avec aujourd'hui la première partie d'une conférence sur les technosciences. À l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes, Jérôme Vignon a pris la parole le 24 mars à Nice. Jérôme Vignon préside l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il est aussi le président des Semaines sociales de France, dont une antenne, Sésame, existe dans les Alpes-Maritimes. La conférence s'intitule « L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences ». Alors, Concile de Vatican II, pourquoi l'évoquer ? Parce que, pour ma part, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, si vous vous souvenez de Gaudium et Spes, la grande constitution de l'Église dans le monde de ce temps. Les phrases qui introduisent ce texte de Gaudium et Spes sont pour moi magnifiques. Elles annoncent une relation neuve entre l'Église et le monde. Une Église qui ne se conçoit plus comme le centre du monde, mais comme une rencontre entre l'axe vertical de la transcendance et l'axe horizontal du monde, un monde dans lequel elle se trouve immergée. Et les premières phrases de cette constitution, Gaudium et Spes, je me les remémore souvent comme un encouragement à regarder ce monde d'aujourd'hui, dans sa complexité, dans les craintes qu'il peut susciter, avec confiance. Je les relis, ces phrases. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les angoisses et les tristesses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Si ces phrases ont une telle portée, enfin en tout cas pour moi laissent un tel souvenir, c'est à cause de ce balancement par lequel elles commencent entre espoir et angoisse, joie et tristesse, et c'est ce balancement espoir et angoisse qui me semble particulièrement caractériser les technosciences. J'ajoute que ce paragraphe a été immédiatement suivi d'une indication de à qui ces paroles conciliaires étaient destinées. C'est pourquoi, après s'être efforcé de pénétrer plus avant dans le mystère de l'Église, le deuxième concile Vatican II n'hésite plus à s'adresser non plus au seul Fils de l'Église, mais à tous ceux qui se réclament du Christ, à tous les hommes. Eh bien, aujourd'hui, une parole, une méditation, un travail de discernement, d'analyse des signes des temps, accompli dans la vocation de l'Esprit Saint, peut-il encore aussi avoir un sens pour les hommes et les femmes qui s'interrogent face aux espoirs, parfois très forts, et aux anxiétés, parfois majeures, que suscitent les technosciences. Quelles sont donc aujourd'hui les joies et les espoirs, les angoisses et les tristesses des hommes et des femmes de ce temps ? Le langage du Concile à l'époque parlait des hommes, mais c'était un terme générique. Quelles sont ces joies et ces angoisses que le Concile nous invite à partager et approfondir à la lumière de la foi chrétienne, de l'amour chrétien comme source de vérité ? Si vous venez de nous rejoindre sur RCF Nice-Côte d'Azur, nous écoutons aujourd'hui la première partie d'une conférence donnée le 24 mars dernier à Nice, conférence de Jérôme Vignon sur le thème des technosciences. Dans notre époque troublée de multiples façons, et Dieu sait que, regardant autour de nous, en France, au-delà de nos frontières, vers la Méditerranée, nous avons de nombreuses sources d'attente
et de perplexité. Mais les révolutions technologiques en cours, de par leur caractère global et à beaucoup d'égards spectaculaire, offrent un raccourci saisissant de ce qui constitue aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, à la fois un espoir et une angoisse. Espoir pour venir à bout de nombreuses impasses en matière de santé, d'environnement, d'économie de ressources naturelles, et nous verrons que c'est un fruit de ces technosciences que de proposer des chemins nouveaux, mais aussi angoisse, du moins crainte légitime, à l'encontre du caractère prométhéen de certains projets qui visent explicitement aujourd'hui à dépasser l'humain, à rendre obsolètes nos vieilles limites corporelles vers une forme de surhumanité. D'où le titre de cet exposé, « Actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences ». Il y aura 3 parties, comme il se doit pour un esprit français, mais vous ne m'en voudrez pas. Je donnerai d'abord une description un peu factuelle de ce que l'on nomme technosciences. Je ferai ensuite un essai d'évaluation des potentialités de ces technosciences. Ce sera la partie la plus charnue de l'exposé. Je les évaluerai, ces potentialités, sous l'angle à la fois d'abord anthropologique, la question sur l'homme et qui il est, mais aussi sous l'angle socio-économique, culturel et politique, qui est aussi un point de richesse et en même temps d'ambiguïté des technosciences. Et ayant un peu tenté de discerner l'ambivalence des technosciences pour notre actualité, je réfléchirai avec vous, la 3e partie, à l'apport du Concile qui se tenait il y a 50 ans et en même temps aussi à ce que les technosciences peuvent nous dire de l'homme d'aujourd'hui, puisque dans le dialogue, la conversation que le Concile voulait engager avec le monde, conversation, c'était le terme de Paul VI, eh bien, l'Église, nous tous, lorsque nous en faisons partie, nous recevons aussi quelque chose qui nous vient du monde. Alors d'abord, l'heure des technosciences. L'attention conciliaire est aux réalités nouvelles, est une invitation à les découvrir, à tenter d'en mesurer les enjeux sans préjugés. Ne s'agit-il pas, après tout, d'un produit de la créativité humaine, et cette créativité n'est-elle pas la marque du fait que l'homme a été créé à l'image du Dieu créateur? Donc le premier pas d'introduction à une description formelle un peu extérieure de ce que sont les technosciences se veut un pas de curiosité. Nous sommes invités par le Concile à adopter une attitude a priori bienveillante pour cette manifestation de la créativité humaine que sont les technosciences, qui se présentent à nous sous une série d'innovations que nous ne comprenons pas toujours, mais qui nous apparaissent à certains égards bouleversantes. RCF Nice-Côte d'Azur, à Cannes, 96.8. Au cœur du grand format sur RCF Nice-Côte d'Azur, l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Nous écoutons aujourd'hui la conférence donnée le 24 mars à Nice sur ce thème par Jérôme Vignon. Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et président des Semaines sociales de France. Il se réfère notamment à Gaudium et Spes, les joies et les espoirs. Cette constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps a été promulguée par le pape Paul VI le 8 décembre 1965, le dernier jour du concile. Je lis dans le paragraphe 34 de la constitution pastorale Gaudium et Spes cette attitude indubitablement favorable, ouverte, curieuse à l'égard de ce qui vient
de la créativité humaine. Pour les croyants, une chose est certaine, considérer en elle-même l'activité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. L'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et justice, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers, en sorte que tout en étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre. Entrons, même si ce n'est pas très compréhensible et à certains égards parfois opaque, entrons avec bienveillance dans la direction de cette créativité que nous signalent d'abord les technosciences. Que sont donc ces technosciences? En quoi sont-elles révolutionnaires au sens de ces révolutions technologiques que nous avons déjà connues, que les historiens nous rappellent, qu'ont été l'invention de l'imprimerie, de la machine à vapeur, de l'électricité? Des inventions qui ont engendré non seulement des progrès d'efficacité, de productivité, de développement de nouveaux biens, mais qui ont engendré aussi des transformations dans les modes de vie, de s'assembler, de se réunir, de travailler, et dans l'organisation des sociétés humaines, passées du rural à l'urbain, au point de transformer la façon même de penser et d'entrer en relation avec autrui. Des révolutions technologiques ne sont pas que des révolutions techniques, elles transforment aussi la manière que l'homme a de se considérer lui-même et qu'il a aussi de considérer son rapport avec les autres, de faire société. Nous ne cessons de nous réinventer culturellement à la faveur du mouvement technologique. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans ce mouvement technologique, qui prend la forme des technosciences, mais je veux aussi avertir que mon propos n'est pas celui d'un spécialiste. Je ne suis ni informaticien, ni généticien, ni biotechnicien, ni nanotechnicien, on va en parler. Donc je me fais le reflet de ce que j'ai appris à l'écoute de ceux qui, lors des dernières semaines sociales à Lille, en novembre 2014, nous ont initiés, nous ont essayé de faire comprendre les enjeux des technosciences. Je viens ce soir, non revêtu d'un savoir que vous n'auriez peut-être pas, mais surtout avec le souci de vous transmettre ce que j'ai compris d'une compréhension un peu distanciée des enjeux des technosciences. Pourquoi parle-t-on d'abord de technosciences? Le fait d'accoler ces deux mots, techno et science, n'est pas neutre. Nous vivions d'ordinaire sur une distinction entre les sciences de caractère fondamental, les gens en laboratoire dans des blouses blanches, avec des expérimentations tout à fait fondamentales, voire devant des tableaux noirs avec des formules très, très complexes, mus par le seul désir d'approfondir la connaissance et la découverte de ce qui se cache dans la nature. Ceci était considéré comme distinct des technologies qui déclinent les applications concrètes de la science fondamentale. Eh bien, cette distinction entre science fondamentale et technologie n'est plus claire, d'où l'utilisation du terme de technoscience. Sur RCF Nice Côte d'Azur, nous écoutons aujourd'hui des extraits de la conférence donnée par Jérôme Vignon, c'était le 24 mars à Nice, au Centre universitaire méditerranéen, à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Les frontières entre l'entreprise des techniques, des technologies, et le laboratoire des recherches fondamentales se sont effacées, et en particulier du fait d'un aspect des technosciences, c'est-à-dire la réduction des délais de mise en œuvre des applications lorsqu'on passe de la science fondamentale à la technologie, et ceci grâce aux puissances de calcul, qui sont justement un élément, notamment des technologies de l'information, qui réduisent considérablement le temps de propagation entre la découverte et l'innovation, qui permettent aussi de miniaturiser
ce qui autrefois devait faire l'objet de très longues chaînes de transmission entre la découverte fondamentale et l'innovation. Tout ce télescope, très rapidement, ce qui était de l'ordre du fondamental devient de l'ordre du technologique, et les progrès du technologique s'apparentent au fondamental. Pierre Giorgini, le président-recteur de l'Université catholique de Lille, qui a été notre mentor quand nous avons fait cette session des semaines sociales sur l'homme et les technosciences, a l'habitude de caractériser cette rapidité de transmission entre sciences et technologiques, cette explosion donc de la technologie en même temps que la science fondamentale, par le terme de transition fulgurante, car nous voyons le paysage scientifique et technique évoluer à une extrême rapidité, transition, c'est-à-dire pour nous conduire vers un monde dont nous ne connaissons pas encore complètement les contours. Nous sommes dans une transition extrêmement rapide vers quelque chose qui nous est inconnu. Les technologies de la communication et de l'information, ce qu'on appelle parfois les technologies numériques, sont sans doute parmi les technosciences les plus affichées de notre quotidien, les plus populaires, à travers l'informatique, les réseaux sociaux, les Facebook et le recours quotidien à la vente en ligne. Mais ces techniques de l'information ou ces technologies numériques ne sont pas les seules composantes des technosciences. Le numérique s'articule avec deux autres composantes issues d'horizons scientifiques distincts il y a quelques années, mais aujourd'hui de plus en plus fusionnées et mêlées. Il y a les biotechnologies, issues des sciences du vivant. Elles entraînent avec elles une nouvelle industrie biomédicale. Le biomédical n'est plus de l'ordre des laboratoires, mais de la production de masse. Il y a l'évocation du terme biotechnologie, industrie biomédicale. Nous voyons surgir toute une série d'images qui vont de la production d'OGM, nous pensons maintenant bien savoir ce que c'est, et de tout ce qui découle de l'intervention sur le génome jusqu'à la reproduction d'organes tels que le cœur artificiel, en passant par toutes les techniques de la procréation médicale assistée. Ce n'est plus de l'ordre de l'exception, cela devient de l'ordre du fréquent, du systématique, de l'industriel. Tel est l'essor des biotechnologies aujourd'hui. La troisième composante est peut-être un peu moins connue. Les débats publics sur cette troisième composante se sont heurtés à des oppositions violentes. Ce sont ce qu'on appelle les nanotechnologies. Pourquoi nano? Nano, ça vient de 9, 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Un nano, c'est 1 milliard de millimètres. Donc c'est le début de l'échelon à partir duquel opèrent les nanotechnologies qui ont comme capacité, comme propriété d'intervenir dans l'infiniment petit jusqu'à l'échelle moléculaire, permettant de recomposer des matériaux au plus intime, de transformer des surfaces pour leur donner des propriétés inédites, des vêtements dotés de la capacité de recevoir la lumière et de nous chauffer, des matériaux de construction qui sont à la fois extrêmement résistants et légers, bref, toutes sortes d'applications spectaculaires mais inquiétantes, car qui dit nano dit molécule, et molécule dit capacité de s'introduire par les pores de la peau, donc peut-être de causer des dommages, et au nom du principe de précaution, de soulever des difficultés insurmontables. RCF Nice-Côte d'Azur, à Nice, 96.6. L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Nous écoutons aujourd'hui sur RCF des extraits de cette conférence donnée sur ce thème. C'était le 24 mars à Nice. Conférence donnée par Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il est aussi président des Semaines sociales de France, dont la session nationale 2014 à Lille s'est interrogée précisément sur les technosciences. Pourquoi citer ces trois composantes ? Les technologies numériques, les biotechnologies, les nanotechnologies, parce que la révolution vient de leur conjonction simultanée. Ce qui fait que le paysage technologique qui nous environne évolue de manière si fascinante, c'est à cause de ce qu'on appelle la convergence technologique, c'est-à-dire le fait que les trois grandes branches des technologies nouvelles
interagissent entre elles, utilisant la puissance de calcul du numérique pour animer des robots qui interviennent dans le corps, utilisant les nanotechnologies pour développer des molécules qui sont capables de travailler avec ces robots, utilisant les biotechnologies pour organiser de nouvelles interfaces humaines entre des appareils apparemment inertes. Et donc la nouveauté, telle qu'essaye de les saisir ceux qui observent ce développement scientifique et technologique, c'est que nous ne sommes pas sur une seule révolution technologique, mais sur une interaction entre trois composantes produisant des réactions quasi explosives, encore une fois, méritant le nom de transition fulgurante. On distingue 6 facteurs agissants qui sont le siège de ces combinaisons et qui sont à la source des révolutions silencieuses dont nous sommes pour l'instant encore les acteurs un peu passifs. Je vais citer la première, c'est de ces facteurs agissants, l'augmentation vertigineuse des puissances de calcul qui autorise la miniaturisation. Vous savez, c'est la question des algorithmes. Les algorithmes, ce sont des méthodes de calcul qui permettent, à force de les répéter, d'avancer par petits pas, de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Mais s'il faut des milliers d'équations pour faire un algorithme, alors il faut une puissance de calcul énorme pour que le temps dans lequel la progression de l'algorithme se rapproche de sa limite puisse être opérationnelle. Bien, les puissances de calcul animent les algorithmes qui permettent ensuite de résoudre des problèmes nouveaux en temps réel. Le second vecteur puissant de ces technosciences, c'est l'homme lui-même, l'homme connecté. Nous pensons que nous sommes déjà tous un peu connectés avec nos iPhones, avec nos iPads, avec les ordinateurs, mais on va aller plus loin et on expérimente déjà. C'est Google, on ne s'étonne pas de voir cette entreprise au premier rang de la connectivité humaine. Il y a ce qu'on appelle les lunettes Google, les Google Glasses. Alors c'est beaucoup plus épais que les miennes, c'est pas très joli. D'ailleurs, ça fait une espèce de grande barre horizontale sur les sourcils. Et ça a la propriété, lorsqu'on se déplace dans une ville ou dans un bureau, de vous alerter sur les écrans qui sont discrètement posés sur les côtés de ces lunettes, sur non seulement où vous vous trouvez, mais à quel prix vous allez pouvoir acquérir une marchandise, quel sera le prix des taxis que vous pouvez éventuellement rencontrer, peut-être même qui est cette personne que vous croisez dans les couloirs, quel est son âge, quel est son diplôme, quels sont ses antécédents médicaux. Donc les Google Glasses vont nous permettre d'entrer informés à travers des bases de données gigantesques et de pouvoir à chaque instant nous déplacer sans peine, sans recourir visiblement à un ordinateur, et donc à l'insu, sauf que les lunettes vont quand même se voir, mais ça va être de plus en plus petit, à l'insu de nos interlocuteurs, de tout savoir de ce qu'ils pensent de nous. Bon, j'exagère un peu. Non, ils ne sauront pas tout ce qu'on pense de nous, mais l'intimité de la relation se trouve fragilisée par les Google Glasses, en même temps que comprend à quel point ça peut faire gagner du temps pour faire connaissance et comment ça peut nous aider à affronter des espaces étrangers. Sur RCF Nice Côte d'Azur, nous passons encore quelques minutes en compagnie de Jérôme Vignon, des extraits de la conférence qu'il a donnée le 24 mars dernier à Nice, conférence sur le thème de l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Troisième facteur des technosciences, le troisième facteur puissant, ce sont les objets connectés eux-mêmes. Je parlais de l'homme connecté avec ses lunettes Google, mais les objets connectés, ce sont désormais, on parle du domaine de la domotique, mais c'est un tout petit domaine, des objets qui se parlent entre eux, si on peut dire, à travers des signaux qui leur permettent, en captant différentes informations qui peuvent être très éloignées, de réagir et de s'adapter mutuellement les uns aux autres. Jeremy Rifkin, qui est un grand prospectiviste américain, annonce pour dans une dizaine d'années, ou moins d'une dizaine d'années, une révolution complète dans la production d'énergie, du fait que les sources locales d'énergie qui jusqu'à maintenant
sont très gaspilleuses ou mal utilisées, des éoliennes qui ne tournent pas tout le temps, des cellules photoélectriques qui emmagasinent mal l'énergie. Mais si on commençait à interconnecter ces sources décentralisées de production d'énergie, ça pourrait devenir vraiment très très efficace et concurrencer profondément les sources concentrées. Et Jeremy Rifkin de prédire une autre organisation humaine, parce qu'on sait que tout ce qui touche à la production d'énergie est tout à fait directeur en matière d'habitat, de transport, de travail. Le quatrième élément moteur de ces technosciences, c'est ce qu'on appelle parfois la réalité virtuelle. Tous ceux qui pratiquent les jeux vidéo savent bien que le monde virtuel est une forme de monde réel. Il peut nous passionner de telle sorte qu'on y passe plus de temps que dans la vie en dehors de ces jeux. Eh bien, ces jeux vidéo servent maintenant de modèle à des fonctionnements d'entreprise, à l'organisation de réunions, à la préparation de stratégies commerciales. La manière de penser dans les jeux vidéo, la forme de réactivité qu'elle suggère, qu'elle enseigne face à des situations imprévues, les risques qu'elle permet de prendre dès lors que ce n'est pas moi qui prends mon risque, mais c'est mon avatar, induisent de nouvelles psychologies et permettent de nouvelles découvertes. L'avatar, je suppose que vous savez à peu près ce que c'est qu'un avatar, ça vient du grec, c'est une forme atténuée de l'identité d'une personne. Une personne peut se créer sur un réseau Facebook différentes identités, l'associer à des photographies qu'il crée ou qu'elle crée, et ainsi rentrer en relation avec d'autres avatars sans risquer d'être mis en difficulté. Mais à un moment donné, on ne sait plus très bien qui on est. Est-ce qu'on est son avatar ou est-ce qu'on est encore celui qui commande l'avatar? Eh bien, dans certaines universités américaines ou japonaises ou sud-coréennes, les Sud-Coréens étant parmi les plus avancés dans le développement des réalités virtuelles, il y a maintenant des professeurs avatars. Les universités qu'on appelle les pure players, les joueurs purs, c'est-à-dire qui rentrent en communication avec des élèves qui sont dans le monde entier. Donc des universités qui n'ont pas besoin de locaux pour dispenser des enseignements. Un petit peu comme à la radio, pas besoin d'aller dans une université. Rendez-vous demain à cette même heure pour la suite de la conférence donnée par Jérôme Vignon. C'était le 24 mars dernier à Nice à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, président des Semaines sociales de France, intervenait sur le thème « L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences ». Rendez-vous donc demain pour le grand format. Et vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette première partie. Elle est disponible en podcast sur rcf.fr. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est parti pour le grand format avec aujourd'hui la deuxième partie de la conférence donnée par Jérôme Vignon. C'était le 24 mars dernier à Nice à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon a abordé l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Jérôme Vignon préside l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il est aussi le président des Semaines sociales de France. Il explique ici que certaines universités utilisent des avatars de professeurs, une réalité virtuelle pour dispenser des enseignements. Une partie de Harvard est accessible à une vingtaine de milliers d'étudiants répartis dans le monde entier, sélectionnés pour leurs aptitudes et leurs connaissances. Et ces étudiants, comme ils travaillent 24 heures sur 24 et que les professeurs ne peuvent pas, eux, répondre 24 heures sur 24 aux questions, eh bien, les étudiants situés en Russie ou au Brésil peuvent interroger un avatar du professeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressemble au professeur et qui est capable de répondre aux questions standards que les étudiants se posent. Donc c'est déjà un mécanisme robotique assez perfectionné et il peut arriver, bien entendu, que l'avatar soit en présence d'une question qui n'a pas encore été posée.
frequently asked questions, il n'y a pas que des questions fréquemment posées, il y a des questions nouvelles, il peut y avoir des étudiants de plus en plus intelligents. Alors, lorsque un avatar rencontre une question qui ne lui a jamais été posée, il interroge tous les autres avatars, et si dans ces circonstances, les autres avatars n'ont pas la réponse à la question, alors ça remonte au professeur. Alors le professeur est très intéressé, souvent c'est des questions qu'il ne s'est jamais posées lui, et donc il intègre dans le circuit une nouvelle réponse, et donc le système ne cesse de s'enrichir des questions posées par les élèves. Et on voit que dans ce monde virtuel, une innovation pédagogique, on ne va pas dire qu'elle est radicale, mais importante se fait, c'est que la production de connaissances n'est pas seulement le fait du professeur qui dispense un enseignement, mais elle est faite aussi de la communauté des étudiants. On appelle ça l'enseignement inversé. Traditionnellement, l'enseignement dans une salle comme celle-là, c'est-à-dire vous m'écoutez et à la fin vous posez des questions, j'espère. L'enseignement inversé, ce n'est pas ça. Vous arrivez ayant lu le cours, bien entendu sur des livres numériques et avec tout un appareillage. Vous avez éventuellement parlé avec les avatars quand il y avait des choses que vous ne compreniez pas. Et le cours commence par vos questions. C'est qu'on appelle ça l'enseignement inversé. Donc le monde virtuel, ça a des aspects tout à fait sympathiques, comme ça en a d'autres qui sont beaucoup plus troublants. Pour quiconque a vu les films qui s'appellent Avatar, c'est pas très clair. Hein. Le fait de dissimuler indéfiniment sa personnalité, eh bien, on se demande un jour si on est capable encore de se dire la vérité à soi-même. L'imprimante 3D, ça je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est, l'imprimante 3D, c'est le 6e facteur déterminant de l'explosion des technosciences. On sait que l'imprimante 3D est capable de reproduire non plus seulement des images plates, mais des objets en 3 dimensions. En Chine, il existe déjà des imprimantes 3D expérimentales de 110 mètres carrés et qui reproduisent des appartements ou des maisons. Et l'intérêt de ce processus, c'est que on met donc une structure avec des matériaux ordinaires pour être reproduite, mais les encres que l'on injecte dans une imprimante 3D, ce sont des résines de diverses sortes, souvent, alors en l'occurrence, réalisées à partir de méthodes biotechnologiques et extrêmement écologiques. Et on fabrique ainsi des maisons légères, entièrement produites avec des matériaux recyclés, solides, et évidemment très fiables du point de vue de leur reproduction. Je ne dis pas que ça fait des maisons très originales, ça fait peut-être encore des maisons qui se ressemblent toutes, mais on les personnalisera ensuite. Mais avec les imprimantes 3D, on peut maintenant souvent, on reproduit des cœurs artificiels, et le temps n'est plus très loin où l'on combinera l'imprimante 3D et les nanotechnologies, c'est-à-dire que des gens un peu astucieux ou soucieux de leur santé, connaissant les formulations moléculaires des médicaments qui leur conviennent, ayant eu accès à toute la bibliothèque de soins auxquels on peut maintenant avoir accès en ligne, pourront produire chez eux, eux-mêmes, les médicaments dont ils pensent qu'ils ont besoin. Donc, on se dit, mais quelle liberté! Mais où est le soignant? Où est le soigné? Où est la protection contre les effets secondaires des médicaments si tout un chacun peut, avec une bonne imprimante 3D de caractère opérant au niveau moléculaire, on est bien dans la convergence technologique, peut reconstituer des médicaments anticancéreux qu'il pense pour lui plus adaptés que ceux qui lui sont prescrits. Sur RCF Nice-Côte d'Azur, nous écoutons aujourd'hui de nouveaux extraits de la conférence donnée par Jérôme Vignon le 24 mars dernier à Nice. Thème de la conférence, je vous le rappelle, l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Si l'on combine ces 6 avancées technologiques majeures avec les grandes fonctionnalités sociales, j'ai évoqué celle de l'enseignement, celle de la santé, mais il y a aussi se déplacer, diriger, gérer, enseigner, habiter, le champ des innovations sociales, économiques, devient quasi infini. Vertige. Alors, n'est-il pas temps, c'est la deuxième partie de mon exposé, d'essayer de creuser un peu les différentes potentialités
des technosciences ainsi décrites. Où nous conduisent-elles ? Qu'est-ce qu'il y a de bien, puisque j'ai commencé par un point de vue accueillant à la créativité humaine, et qu'est-ce qu'il y a de plus souciant, de plus inquiétant ? Alors, je vais développer cette question de l'ambivalence, encore une fois en exprimant le point de vue non d'un spécialiste, que je ne suis pas, mais plutôt d'un honnête participant aux sessions organisées par les semaines sociales, et tentant, avec le recul, d'en décrire la leçon. Il me semble que les potentialités socio-économiques, mais aussi culturelles et politiques, du développement des technosciences, donc ce en quoi elles sont prometteuses et ce en quoi elles sont inquiétantes, sont généralement décrites sur deux terrains différents. Un terrain que l'on pourrait qualifier d'anthropologique, parce qu'il porte sur la réponse que l'on donne à la question « Qui est l'homme ?», et puis un terrain qui est plus familier, qui est, mais non moins important, le terrain de l'organisation sociale, des relations interpersonnelles, le terrain de la culture, le terrain de la politique et de la vie publique. Les défis que posent ces deux terrains et les technologies correspondantes, je crois, pour la clarté de discernement, doivent être distingués. Et je commencerai par l'ambivalence anthropologique, qui relève particulièrement du développement des biotechnologies, assistées par les technologies de l'information et les nanotechnologies. C'est le terrain où se développent par prédilection les biotechnologies. Le tournant s'opère, la révolution qui questionne l'anthropologie, donc la réponse à la question « Qu'est-ce que l'homme ?». Il s'opère avec l'application systématique et à grande échelle, c'est-à-dire non plus seulement en expérimentation, mais vraiment dans tous les lieux de soins, de ces biotechnologies à l'homme lui-même, avec le projet non pas seulement de le soigner, de remédier aux maux dont il peut souffrir, mais aussi de substituer aux capacités humaines limitées, y compris par insertion dans les organes eux-mêmes et le cerveau, des instruments plus fiables, non sujets au sommeil par exemple, non soumis à l'obsolescence tendancielle des cellules. C'est lorsque on commence à substituer à de l'humain normalement constitué quelque chose qui en développe l'efficacité, pense-t-on, et le transforme pour un plus de capacité de performance et d'efficacité, que se produit le tournant qui nous conduit à une question anthropologique. RCF Nice-Côte d'Azur, à Cannes, 96.8. La suite du grand format sur RCF Nice-Côte d'Azur avec toujours l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. C'était le thème d'une conférence donnée le 24 mars dernier à Nice. Conférence de Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et président des Semaines sociales de France dont une antenne Sésame existe dans les Alpes-Maritimes. On s'approche du moment où l'on pourra restaurer les fonctions motrices de certains tétraplégiques. Comme il faut s'en réjouir. Le perfectionnement des interventions réhabilitatrices sur les militaires US, les Américains blessés au combat en Afghanistan, semble devoir s'étendre au-delà de la réparation des membres défaillants à l'amélioration des performances de ces membres, voire même de fonctions intellectuelles. Des progrès sont latents dans la lutte contre le vieillissement, notamment grâce à la reproduction d'organes à partir de cellules souches préalablement mises de côté. Le côté industriel de ce perfectionnement du vivant est apparu récemment lorsqu'on a appris que deux grands majors des technologies de l'information et de la communication, Google et Apple, proposaient à leur personnel féminin de congeler leurs ovocytes et de les préserver tout au long de leur vie active, de manière à leur donner la possibilité de ne pas interrompre cette vie active,
de se consacrer pleinement à leur carrière pendant le temps de cette vie professionnelle, pendant le temps fécond, quitte à reporter gestation et naissance dans le futur, et pourquoi pas sur autrui, pendant qu'on y est. Peut-être sera-t-il proposé demain au personnel de Google et Apple, le plus méritant, parce que c'est fort cher, une congélation totale avant le moment de la décrépitude, pour s'épargner l'âge de la retraite et reprendre quelques décennies plus tard une vie nouvelle. Alors je vois que ça nous fait rire. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ça ne sera pas donné à tout le monde. C'est que plus les perfectionnements des biotechnologies, dans le sens d'une démultiplication de l'efficacité humaine, d'un report de son fonctionnement vital, s'approfondissent, plus les investissements sont coûteux et une différenciation des personnes s'opère. Nous savons déjà que dans certains pays de l'Union européenne, tout le monde n'a pas accès à une prothèse de la hanche parce que ça coûte très cher. Mais au rythme où vont de telles améliorations des capacités médicales, on peut craindre aussi que ça n'entraîne une accentuation des inégalités face à l'accès à la santé. Qui n'éprouve un frisson à l'égard de cette proposition de Google et d'Apple? Je vous ai bien regardé, je n'ai vu personne se dire « chic alors, si j'avais eu ça, j'aurais pu avoir une vie professionnelle plus heureuse ». Mais qui, d'un autre côté, et c'est là l'ambivalence, ne se réjouirait pas à la perspective de pouvoir lutter efficacement désormais contre le cancer au moyen d'un micro-robot cellulaire injecté dans l'organisme et capable d'oxyre sélectivement les cellules cancéreuses et les métastases en s'épargnant les désastres causés jusqu'à maintenant par la radio et la chimiothérapie. Qui ne se féliciterait des progrès d'une microchirurgie non intrusive combattant efficacement le diabète par des dosages enfin automatiquement régulés? Qui ne pourrait espérer que les progrès d'implants dans le cerveau seront un jour tels qu'ils pourraient nous prémunir contre ces fléaux terribles que sont les maladies de Parkinson et d'Alzheimer? Ça viendra, c'est pas impossible, tellement sont grands déjà les progrès contre l'Alzheimer par des implantations dans le cerveau. C'est lié à des piles qu'il faut refaire tous les 3 ans et c'est fort gênant, mais la miniaturisation, le perfectionnement, tous les progrès de la radiographie du cerveau, les machines qui permettent d'en tirer toutes les leçons, avancent et sont prometteuses de progrès extraordinaires dans le domaine qu'on appelle trop rapidement de la santé, car s'agit-il encore de santé? Si vous venez de nous rejoindre sur RCF Nice Côte d'Azur, sachez que nous sommes au cœur d'une conférence. Elle a été donnée le 24 mars dernier à Nice. Conférence de Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France. Conférence sur le thème « L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences ». La voie biotech des technosciences nous conduit ainsi à une ambivalence que l'on peut qualifier d'anthropologique, car elle oppose deux conceptions de la vie humaine. Selon la conception qui nous est familière, la vie humaine reste marquée par la finitude. On parle même de plus en plus de fragilité, comme d'une caractéristique de notre existence. Vous connaissez tous la communauté de l'Arche, je suppose, et vous entendez à quel point elle nous fait ressentir que la fragilité n'a rien de désespérant, qu'elle est une condition de notre existence et que, justement, la finitude qu'elle révèle rend possible le recours à autrui, fonde l'existence sur une altérité, puisqu'on a besoin d'autrui pour vivre, en même temps qu'elle reconnaît le caractère incomplet, limité de l'existence individuelle. Il est heureux que les soins médicaux puissent remédier de mieux en mieux à cette fragilité et répondre aussi à ses souffrances. L'enjeu est alors d'accompagner du mieux possible une vie qui défaille. Il n'est pas d'éliminer radicalement la défaillance. Éliminer les défaillances jusqu'à atteindre une forme d'immortalité, tel est le projet des adeptes de ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme se propose de passer outre la limite de la vie humaine qu'est la mort.
il estime que l'humanité rentre dans une autre phase. On va vers une autre humanité. Peut-elle encore être qualifiée d'humanité dès lors qu'elle ne serait plus marquée par la finitude de la mort? Telle est la perspective, ouverte, ils ne sont pas nombreux, par les tenants du transhumanisme. Peu de scientifiques, et vous sentez à quel point cette perspective est exactement à l'opposé de celle que j'invoquais au titre de la fragilité, et qui, reconnaissons-le, est une perspective chrétienne, celle qui nous fait, à travers nos fragilités et nos manques, à travers notre indépassable finitude, réaliser que pour être, nous avons besoin d'être avec un autre. Peu de scientifiques estiment qu'une telle perspective, celle de l'immortalité, a la moindre chance de se réaliser. Ce qui nous intéresse dans notre travail sur l'ambivalence et la compréhension de notre monde, c'est la conception paradoxalement très pessimiste du transhumanisme. À l'image des fondateurs de l'université de la singularité, alors, je ne connais pas tous les transhumanistes, mais j'ai appris à en connaître un groupe particulièrement intéressant qui a fondé, avec des capitaux importants, une université dite de la singularité. C'est un peu paradoxal, université de la singularité. L'université, en principe, veut dispenser des savoirs universels. Mais là, il s'agit d'exalter le caractère éminemment singulier de l'excellence de certaines personnes, pas de toutes. L'université de la singularité, qui est l'illustration concrète du transhumanisme, forme aux États-Unis de futurs surhommes et quelques surfemmes qui auront vocation à coloniser d'autres planètes que la nôtre, équipés par des poumons différents, équipés par toutes sortes de moyens qui leur permettront de survivre dans d'autres contextes. Ils auront vocation, en effet, à se transporter sur d'autres planètes que la nôtre. RCF Nice-Côte d'Azur, à Nice, 96.6. Sur RCF Nice-Côte d'Azur, la suite du grand format avec l'actualité du Concile Vatican II. À l'heure des technosciences, nous écoutons la deuxième partie de la conférence donnée le 24 mars à Nice sur ce thème. Conférence donnée par Jérôme Vignon, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Jérôme Vignon est également président des Semaines sociales de France, dont la session nationale 2014 à Lille s'est interrogée sur les technosciences. Il est ici question de transhumanisme. C'est moins l'espoir d'une vie meilleure, fondée sur une plus grande richesse relationnelle et humaine qui tire vers l'avenir ces futurs surhommes et surfemmes, c'est plutôt le rejet, la frustration à l'égard de la planète actuelle, du sentiment de l'inéluctable déclin qui la menace. Elle est foutue, donc on se taille. Tant pis pour ceux qui restent. Donc le transhumanisme, qui a les apparences de quelque chose de merveilleux, est en réalité l'expression d'un pessimisme fondamental, auquel je veux évidemment, je le ferai à la fin, opposer l'espérance chrétienne. Mais là, on est en droit de parler d'ambivalence anthropologique. Le côté spectaculaire et médiatique du transhumanisme risque cependant de masquer les enjeux les plus importants de la révolution des technosciences. Pour moi, ils ne sont pas d'abord anthropologiques. Si l'anthropologie est mise en avant à cause du transhumanisme, c'est à cause de ce côté spectaculaire. Les grands enjeux, pour moi, sont plutôt d'ordre social, politique et culturel. L'attention se porte alors sur la transformation tirée, cette fois, dans le mix des technosciences, par les technologies de la communication et de l'information, ce qu'on appelle aussi le numérique. Vous savez pourquoi ça s'appelle numérique? C'est parce que on transforme en code constitué de nombres, 0 et 1, toute et n'importe quelle information, aussi complexe soit-elle. Et cette transformation du qualitatif en quantitatif permet en effet l'accumulation, le transport et la restitution dans des conditions exceptionnelles. Et je voudrais maintenant parler de l'ambivalence socio-économique et culturelle
des technologies numériques. C'est donc dans l'ordre social, économique et culturel que se déploient les potentialités les plus prometteuses des technosciences et plus particulièrement du numérique. Je veux commencer par le côté positif, parce qu'à mon avis, il est considérable. Ici, j'emprunterai encore à Pierre Giorgini, qui a été mon mentor, une pédagogie simple pour faire comprendre le positif des technologies numériques. C'est la notion de réseau maillé coopératif. Il faut comprendre que les modes d'interaction entre des acteurs, nous, qui utilisons Facebook et qui sommes connectés, les modes d'interaction entre les acteurs reliés par les réseaux numériques, parmi lesquels les réseaux sociaux ne constituent qu'une partie, privilégient des boucles, des réseaux constitués de mailles presque autonomes, selon des figures qui ressemblent plutôt à des filets et non pas à des râteaux, le râteau étant le parangon de la structure hiérarchique avec des tiges et puis ensuite des choses qui descendent en gouttelettes vers le bas. Encore quelques minutes à passer sur RCF Nice-Côte d'Azur en compagnie de Jérôme Vignon pour des extraits de la conférence qu'il donnait le 24 mars dernier à Nice. Je vous en rappelle le thème, l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Autrement dit, les relations sociales, quand on dit sociales, ça veut dire qu'elles concernent une communauté, engendrées par les connexions numériques, sont autant de mailles dont les membres sont des égaux, qui échangent entre eux sur le mode d'une coopération. Cette coopération est d'autant plus fructueuse que l'information échangée s'enrichit et se multiplie lors de ces échanges. L'exemple de tout à l'heure de l'avatar et des questions posées par les étudiants. Ce mode de fonctionnement en réseau maillé coopératif diffère manifestement d'un mode hiérarchique traditionnel dans lesquels les communications horizontales sont rares entre personnes qui sont au même niveau hiérarchique et souvent contrôlées, et les communications verticales sont asymétriques, du haut vers le bas en général, et filtrent beaucoup de richesses. Les réseaux coopératifs maillés, portés par les technologies numériques, prospèrent dans la mise en commun, l'interactivité, la réciprocité. Ils s'avèrent ainsi particulièrement aptes, ces réseaux maillés coopératifs, propres aux technologies numériques, à faire face aux questions de plus en plus complexes de notre société et qui peuvent de moins en moins être résolues par des super-cerveaux situés tout en haut de la pyramide. Donc, nous sommes là vraiment devant un changement que certains appellent un changement de paradigme. Certains disent que cette manière de fonctionner et de développer des relations interpersonnelles en réseau par la mise en commun coopératif induit une nouvelle créativité sociale. Les savoirs ne sont pas détenus par quelques-uns qui ont ensuite le pouvoir et la mission de les redistribuer, mais ils se forment et s'enrichissent dans un échange constant. Ils sont aussi produits par la collectivité. Certains parlent d'une révolution épistémologique. Le mot épistémologique veut dire qui a trait à la connaissance. Une révolution dans la manière de produire de la connaissance qui ne se fait plus seulement à partir de ceux qui savent, mais à partir de ceux qui savent et de ceux qui sont aussi experts de ce qu'ils connaissent. Vu sous cet angle, on entrevoit que de nombreuses fonctionnalités sociales connaissent aujourd'hui, grâce aux technologies numériques, une révolution silencieuse dont je rapporterai seulement quelques aspects explorés au cours de la session dernière des semaines sociales. Sur le plan économique, ce sont les voies ouvertes par ce qu'on nomme tantôt l'économie de coopération ou l'économie de créativité. Vous savez que dans l'économie, il y a trois forces. Il y a la compétitivité, la compétition qui stimule. Il y a la régulation qui ordonne. Et puis il y a la coopération qui assure des interfaces et fait fructifier la mise en commun. Une des grandes faiblesses de l'économie d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne connaît que la compétitivité ou la régulation. Le mode de la coopération lui est largement inconnu.
Et c'est ce mode-là qu'apporte l'économie coopérative. Alors, on connaît Blablacar, on connaît la mise en commun de différents services de logement, de location. Bref, il s'agit quelque part de gérer en réseau des services dans lesquels certains sont des professionnels, d'autres ne le sont pas, mais moyennant certaines règles adoptées en commun, tout le monde participe à l'élaboration d'un service plus personnalisé et de meilleure qualité, souvent moins cher. Et il vous faudra attendre notre prochain grand format pour découvrir la suite et la fin de cette conférence de Jérôme Vignon. Elle était donnée, je vous le rappelle, le 24 mars dernier à Nice, à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon est président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, également président des Semaines sociales de France. Jérôme Vignon intervenait ici sur le thème « L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences », un grand format à réécouter en podcast sur rcf.fr. RCF. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Merci d'être avec nous et en avant pour le grand format avec aujourd'hui les dernières minutes de la conférence donnée par Jérôme Vignon. C'était le 24 mars dernier à Nice, à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon évoquait l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Jérôme Vignon, je vous le rappelle, est le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il est aussi le président des Semaines sociales de France, dont une session nationale a eu lieu il y a peu à Lille et elle s'est questionnée précisément sur ces fameuses technosciences. L'économie de créativité est celle qui privilégie l'innovation dans les relations interpersonnelles. Il fallait autrefois des laboratoires lourds et coûteux pour qu'une telle innovation puisse être privilégiée. Désormais, nous sommes en présence d'innovations sociales, par exemple le laboratoire Humanicité que nous avions visité à Lille, dans lequel, grâce la proximité devient elle-même, par la possibilité de transmettre rapidement des expériences et leurs leçons, de faire fructifier des informations sur telle ou telle manière de soigner et d'écouter, de faire interagir les soignants et les soignés, on arrive à des merveilles. La relation de co-construction est un autre maître mot de la transformation institutionnelle, organisationnelle, d'une société de la connaissance partagée. Ces applications sont frappantes dans la transmission des savoirs et la relation maître-élève, je l'ai évoqué, particulièrement dans l'enseignement supérieur, avec la notion de classe inversée. Le succès de l'éducation n'est plus seulement de la responsabilité des professeurs ou des parents, mais il devient un élément partagé entre ceux qui éduquent et ceux qui reçoivent cette éducation. De même, en matière de soins, le succès du protocole, de la pratique du soin, devient un élément commun à celui ou celle qui est soigné et aux soignants. De même, c'est un domaine qui se révolutionne en matière d'innovation commerciale. Les usagers dans les ateliers du co-design de l'automobile sont présents en même temps que les ingénieurs qui conçoivent les nouvelles voitures. Donc, il y a toute une richesse dans cette redistribution des rôles qui n'est pas complète, mais qui permet de remettre ensemble des fonctionnalités et donc des personnalités qui étaient séparées et souvent dans des relations de dépendance ou d'ignorance. Un remue-ménage social ouvert à la participation et à la créativité. Les processus démocratiques eux-mêmes ne sont pas les derniers à être touchés par cette révolution épistémologique qui insiste sur la part croissante de la démocratie participative, sans exclure la démocratie délibérative ou représentative, mais qui s'appuie du mieux possible. On va faire des progrès l'une sur l'autre. Notons en passant que, bien que l'Église ne puisse être comparée à une démocratie, ce serait faux, ces pratiques et modes de fonctionnement ne pourront pas ne pas être touchés par ce mouvement culturel qui fonde sur la participation et l'interaction la possibilité d'une créativité collective. Tous, nous sommes appelés au discernement et à la préparation des décisions, même si, ultimement, certains sont responsables de ces décisions. Saluons quelque chose qui est en train de se produire, qui est d'ordre social, organisationnel, et je ne
résiste pas à l'idée là de saluer ce progrès comme illustrant profondément le génie créateur, pas seulement dans l'ordre des innovations technologiques, mais des innovations sociales. Je cite Gaudium et Spes, « Loin d'opposer les conquêtes du génie et du courage de l'homme à la puissance de Dieu, et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rival du Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. » En essayant de comprendre les technosciences, et notamment les avancées produites par les technologies de l'information et de la communication, dans ce qu'elles ont de meilleur, la mise en contact, le partage, l'esprit de solidarité, nous ne pouvons que rendre hommage à la créativité humaine et espérer que ces modes nouveaux de co-construction, de participation, cette économie de coopération, pourront nous aider à faire face aux problèmes immenses devant lesquels nous sommes confrontés, la lutte contre la pauvreté, la restauration de l'environnement. Suite de la conférence de Jérôme Vignon, l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. C'était le 24 mars dernier à Nice et c'est aujourd'hui sur RCF Nice Côte d'Azur. Mais j'avais annoncé une ambivalence. À cette face lumineuse de l'économie de coopération, il faut opposer une face plus sombre, plus inquiétante, celle que nous révèle l'économie des technologies numériques elles-mêmes, c'est-à-dire l'économie des entreprises qui produisent des technologies numériques. Celles-ci, ces technologies numériques, ne sont pas nées hors sol. Elles sont portées en général par des firmes géantes qui ont bâti des monopoles puissants à la faveur des avancées qu'elles ont su maîtriser, Google, Apple, Microsoft et d'autres encore que nous ne connaissons pas et qui peuvent être chinoises ou coréennes, peut-être un jour françaises. 3 grandes critiques sont adressées aux géants des nouvelles technologies de l'information. D'abord, l'aptitude exceptionnelle à l'évasion fiscale, donnant le spectacle d'un désaveu de la solidarité. Du fait de ratios très élevés de ce qu'on appelle la capitalisation. Une entreprise comme Google n'a que 50 000 salariés, c'est-à-dire beaucoup moins que la plupart des entreprises du CAC 40, qu'elle surpasse largement en termes de capitalisation boursière. Ceci fait qu'il n'est pas difficile de déplacer les centres de profit d'entreprises ayant finalement si peu de salariés, au mieux des rulings, c'est-à-dire des accords privilégiés sur le plan fiscal que telle ou telle nation peut leur procurer. C'est ce qu'on a vu récemment avec le problème des LuxLeaks au Luxembourg, mais aussi en Irlande. On reproche aussi à ces géants des technologies nouvelles un pouvoir de marché, c'est-à-dire le fait de détenir une technologie si indispensable que si on s'en passe, on est mis hors marché. Et on connaît aujourd'hui la crise de la presse et des médias papier devant le fait que leur substance est absorbée par les médias numériques sans qu'ils en tirent le moindre profit. On leur reproche aussi une tendance à constituer des bases de données colossales à travers les informations que leur fournissent les internautes. Bien sûr, on peut vivre sur Internet sans donner beaucoup d'informations. Mais si on veut avoir certaines applications, vous savez tous qu'il faut donner un peu plus d'informations. Il faut donner parfois même un compte en banque, il faut donner un âge, il faut avancer. Et c'est là qu'on rencontre Big Brothers. Difficile de résister à la tentation d'être complètement équipé par Apple et Google. Si on veut se débarrasser des virus, c'est plutôt mieux d'être sur Apple. Mais si on est sur Apple, il faut avoir aussi l'équipement qui va avec. Mais alors, il faut prendre le risque d'être totalement transparent pour Google et Apple, qui sait beaucoup de choses sur nous. Le phénomène Big Brothers est loin de se restreindre aux grands majors. Il concerne toute l'activité naissante de ce qu'on appelle le Big Data, qui intéresse un nombre croissant d'intervenants privés et publics. Le Big Data, c'est le fait, pour une entreprise qui travaille en ligne, et il y a en France 160 000 opérateurs qui travaillent en ligne, 1350 achats par minute en ligne, toutes ces entreprises et administrations qui vous font remplir en ligne des formulaires, et c'est bien pratique, accumulent en même temps des informations sur les administrés et les clients. Sous l'apparente gratuité de nombreuses recherches en ligne se cache en contrepartie le don gratuit de nos informations au site interrogé. Le big data, c'est l'exploitation à grande échelle des données que collectent
un opérateur privé ou public. La tension entre services rendus et intrusion dans la vie privée se manifeste au plus aigu dans le domaine de la santé. Les banques de données qui exploitent les dossiers médicaux et l'application des protocoles sont certes anonymes. Elles sont bien utiles puisqu'elles permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter les meilleurs protocoles et donc d'avancer dans la résolution de certains problèmes graves de santé, notamment le cancer. On voit croître cependant les situations dans lesquelles les clients usagers sont sollicités de fournir d'autant plus d'informations personnelles qu'ils attendent aussi plus de services. Tu veux être mieux soigné? Alors tu dois rentrer dans un cercle où tu donneras davantage d'informations. Ce qui est alors en cause, c'est le prix que nous accordons nous-mêmes à notre liberté. RCF Nice-Côte d'Azur, à Cannes, 96.8. L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Nous écoutons aujourd'hui la troisième et dernière partie de cette conférence donnée le 24 mars dernier à Nice. Conférence de Jérôme Vignon, qui est, je vous le rappelle, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et président des Semaines sociales de France. Dans un monde complexe où les machines intelligentes et les robots semblent mieux capables que chaque individu isolé de prendre les bonnes décisions, nous pourrions être tentés, et c'est peut-être le plus grand danger des technologies de l'information, par ce qu'on appelle la soumission volontaire. Je sais que ce n'est pas terrible, je sais que je suis connu, je suis transparent, mais après tout, ces machines, ces puissances sont tellement plus performantes que je ne le serai jamais, que je suis obligé de leur faire confiance. Où se tient alors la liberté qui permet à l'homme de trouver le bien? Je lis encore Gaudium et Spes, paragraphe 17, sur la liberté. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. C'est de l'ordre de la dignité de choisir le bien librement. Si je ne le choisis plus que parce que je fais confiance à une machine ou à un groupe qui sait mieux que moi, je ne suis plus digne. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Il y a dans Gaudium et Spes une apologie de la véritable liberté que je vous recommande. Comme je vous recommande de relire ce texte magnifique, tant il est bien écrit, harmonieux et prémonitoire. J'en viens à l'éclairage de Vatican II et de la pensée sociale chrétienne. Sur cette expression significative de soumission volontaire, d'abandon au fond de la capacité de décider dans des circonstances médicales, notamment importantes, je clôt ce second aspect de l'ambivalence des technosciences pour m'engager sur l'apport de Vatican II. Quand je dis apport, ce n'est pas que tout est écrit dans Vatican II. Je pense qu'aujourd'hui, Vatican II serait écrit autrement et je vais donner un exemple. Mais il y a une sagesse si profonde, si proche de notre expérience vitale, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, que c'est un trésor immense, c'est ce que je voudrais partager dans la fin de cette intervention, pour se tenir face aux ambiguïtés, aux ambivalences des technosciences. Comment pourrons-nous vivre humainement avec la technoscience, puisqu'elle fait d'ores et déjà partie de nos sociétés humaines? Qu'est-ce qu'être humain dans ce monde bouleversé par la créativité humaine, au point qu'à certains moments, elle donne le vertige et envie de se dessaisir de notre liberté? Comment nous tenir à distance de deux attitudes, celle du repli conservateur, consistant à nier au fond la créativité humaine et que manifestent les avancées technologiques, et l'autre attitude qui est une sorte de démission paradoxale face à de telles avancées, comme mues par leur propre logique. Je dis paradoxale puisque on démissionne pour pouvoir bénéficier d'éléments qui sont censés vous libérer. La démission consiste à acquiescer à l'essor
de potentialités et de bienfaits individuels, d'apparence illimitée, mais en consentant en même temps à une prise de contrôle sur l'organisation de la vie collective et de la vie privée. Comment y voir clair entre ces deux attitudes? Comment rester humain? Comment le devenir même davantage? Vous êtes toujours sur RCF à l'écoute de la conférence donnée par le président des Semaines sociales de France, Jérôme Vignon. Il était à Nice le 24 mars dernier pour nous parler de l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Je voudrais marquer en quoi le religieux, et en l'occurrence l'espérance chrétienne, recèle des réponses, des repères, une réserve de courage et de volonté pour suivre un chemin vraiment humain, ni déni, ni idolâtrie. À l'imaginaire du transhumanisme qui désespère de l'humain en dénonçant ses limites, le Concile Vatican II oppose d'abord une vision radicalement optimiste de la destinée humaine. La première chose qu'apporte la conscience chrétienne et la sagesse accumulée à travers les encycliques et les constitutions et l'échange au sein du peuple des croyants et des non-croyants, c'est d'abord une boussole qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et cette boussole avance sans faiblir, qu'aucun déterminisme, ni économique, ni social, ni scientifique, ne pourrait priver l'homme d'aujourd'hui de sa capacité créatrice, c'est-à-dire de son aptitude à orienter lui-même son destin. C'est un abus de langage que d'opposer intelligence des machines, produite par le cerveau des ingénieurs, et intelligence humaine. Les robots sont humains. Ce n'est pas l'ordinateur Deep Blue, c'était son nom, qui a battu aux échecs le champion Kasparov. Ce sont les ingénieurs qui ont produit cet ordinateur. Ne nous trompons pas. Co-créateur, l'homme d'aujourd'hui est en capacité de donner visage à son avenir, un visage humain. Telle est la longue expérience historique, l'ancienne sagesse sociale inscrite dans la mémoire de l'Église, témoin de son temps. Mais telle est aussi l'expression d'une anthropologie chrétienne, ancrée dans une confiance profonde dans l'éminente dignité humaine. Ce n'est plus construire un avenir humain que de consentir à ce que les avancées des sciences ne bénéficient qu'à quelques-uns, comme je l'évoquais, ou servent à la domination de quelques autres. Face à l'arrogance, à l'autosuffisance de certains tenants de la technoscience, le Concile Vatican II offre déjà 2 repères anthropologiques fondamentaux et clairs pour le jugement et la décision. Le premier repère, c'est celui qui nous invite à questionner les systèmes nouveaux sous l'angle de la place qu'ils réservent ou pas à la définition des finalités. À quoi ça va servir? Pour quel progrès? Que seront ces nouveaux services et ces nouveaux produits? Que vont-ils améliorer dans le fonctionnement de nos sociétés? Où sont les lieux de pilotage? Et là, je lis encore Vatican I à propos de l'activité humaine. Vatican I qui, justement, sur cette question du pilotage, aucun système scientifique ne peut être laissé à lui-même. Il mérite d'être piloté et conduit par des intelligences faillibles, mais parce qu'elles seules sont capables de lui donner une orientation, une finalité digne de l'homme. L'ampleur et la rapidité des transformations, nous y sommes, réclament de matière pressante que personne, par inattention à l'évolution des choses ou par inertie, nous sommes bien là-dedans, ne se contente d'une éthique individualiste. Lorsque chacun, contribuant au bien commun selon ses capacités propres, en tenant compte des besoins d'autrui, se préoccupe aussi et effectivement de l'essor des institutions publiques ou privées qui servent à améliorer les conditions de vie humaine, c'est alors et de plus en plus qu'il accomplit son devoir de justice et de charité, qu'il devient humain. Donc, on nous dit que c'est justement parce que les choses vont s'accélérant qu'il faut mettre en avant une éthique non individualiste, personnaliste, rattachée aux autres et à leurs besoins. Et second repère anthropologique, c'est les pauvres, les plus faibles, seront-ils servis par les innovations
que produisent ces systèmes. En quoi ces finalités prennent-elles en compte le service des plus pauvres et l'amélioration de leurs conditions d'existence? Si c'est pour accentuer encore leur exclusion, alors il y a problème. RCF Nice-Côte d'Azur, à Nice, 96.6. Dernière partie de la conférence donnée par Jérôme Vignon. C'était le 24 mars dernier à Nice. L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Jérôme Vignon en parlait. Donc, je vous rappelle qu'il est le président des Semaines sociales de France, dont une antenne Sésame existe dans les Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon se réfère à nouveau à Gaudium et Spes, les joies et les espoirs. Cette constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps a été promulguée par le pape Paul VI le 8 décembre 1965, le dernier jour du concile. Je lis encore Gaudium et Spes. Que tous prennent à cœur de compter les solidarités sociales parmi les principaux devoirs de l'homme d'aujourd'hui et de les respecter. En effet, plus le monde s'unifie, nous y sommes, les technologies de l'information et autres traversent toutes les frontières, plus le monde s'unifie et plus il est manifeste que les obligations de l'homme dépassent les groupes particuliers pour s'étendre peu à peu à l'univers entier. Ce qui ne peut se faire que si les individus et les groupes cultivent en eux les valeurs morales et sociales et les répandent autour d'eux. Alors, comment répandre autour de nous ces valeurs morales et sociales dans le contexte des sciences? Et c'est le second apport, au-delà de celui qui concerne la réponse à qui est l'homme, de ce que peut apporter la tradition sociale chrétienne, Vatican II et les grandes encycliques, mais aussi le travail collectif des chrétiens qui les vivent et qui en débattent. Le christianisme offre bien une ressource d'éthique sociale face à l'indétermination, l'ambivalence des technosciences. La tradition sociale chrétienne nous donne un instrument de lecture des réalités nouvelles. Cet instrument de lecture des réalités nouvelles, il est désigné dans l'encyclique Mater et Magistra sous le nom de socialisation. Très tôt, avant même le Concile, les encycliques désignaient la socialisation comme un des aspects caractéristiques de notre époque. Elle est une multiplication progressive des relations dans la vie commune. Elle comporte des formes diverses de vie et d'activité. Je veux faire grâce de la lecture. En gros, la tradition sociale chrétienne nous dit que les sociétés ne sont pas composées d'atomes, d'individus qui seraient soumis à une autorité supérieure, mais elles ont une épaisseur sociale. Elles sont composées de médiations intermédiaires, les corps intermédiaires, de vie associative, de corpus au travers desquels les individus participent eux-mêmes, participent aussi à l'élaboration du bien commun. Le bien commun n'est pas quelque chose de décidé d'en haut, il est bien sûr piloté par ceux qui ont la capacité de décision, mais il se forme progressivement par l'aptitude de tous les citoyens à être eux-mêmes en situation d'exprimer leur contribution et leur vision du bien commun. La socialisation, c'est ce qui justement assure la médiation entre les individus et la collectivité. Eh bien, si on a cette image de la socialisation, on peut faire droit à la recommandation de la doctrine sociale de l'Église pour que la socialisation conduise à un monde vraiment humain. Il y a deux principales recommandations, c'est que les responsables politiques se laissent guider par la recherche du bien commun, et la seconde, c'est que les corps intermédiaires soient libres et autonomes et soient aussi animés par cette recherche du bien commun. Eh bien, justement, aujourd'hui, ce qui est transformé par les technosciences, et spécialement par les technologies de la communication, ce sont ces médiations. Les médiations nationales ne fonctionnent plus très bien. Les technologies de l'information et les technosciences dépassent toutes les frontières. Les entreprises qui les produisent sont capables de les surmonter. Il nous faut donc, au sens d'une socialisation humaine, requérir que les autorités publiques soient transnationales, capables d'énoncer des règles pour le bien public, nous protégeant des excès et de l'ambivalence des technosciences à travers
des règles communes, et ceci donne du grain à moudre à la nécessité de compléter les autorités publiques nationales par des autorités publiques de caractère international. Il est tout à fait normal et souhaitable que l'Union européenne se préoccupe de protéger notre vie privée, d'avoir sa propre vision de l'accès aux banques de données et de donner éventuellement son feu vert aux accords interbancaires transnationaux transatlantiques, y compris ceux qui pourraient être développés par le traité transatlantique. Sur RCF Nice-Côte d'Azur, nous vivons les dernières minutes de cette conférence donnée le 24 mars dernier à Nice. Conférence de Jérôme Vignon sur le thème de l'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences. Les nouvelles médiations sociales ne se jouent pas à travers les syndicats, ou pas assez, à travers les associations professionnelles, mais elles se jouent dans de nouveaux réseaux de tous ceux qui, tout en utilisant les interfaces informatiques ou scientifiques, se sentent d'une certaine manière aussi responsables de ce qu'elles restent des interfaces humaines. On voit qu'aujourd'hui, de nombreux réseaux sociaux, notamment ceux qui connaissent des alternatives au software édité par Microsoft et par Apple, tous ceux qui connaissent cette nouvelle génération d'échanges multimédia fondés sur la participation et l'enrichissement mutuel, cette citoyenneté de l'Internet est significative de nouvelles médiations qui sont capables de signaler aux autorités publiques là où il faut effectivement qu'elles prennent le dessus sur le développement foisonnant d'une technologie qui pourrait devenir inhumaine. Enfin, je terminerai par là. Ce qui risque, au fond, ce qui guette le plus les technosciences, c'est d'être seulement mu par la peur du déclin, la peur de la finitude, mais aussi d'être alimenté par la peur d'être le dernier, la peur de ne pas être dans le coup. Il faut substituer au règne possible de la peur sur lequel jouent les imaginaires technoscientifiques, celui de l'espérance. Le christianisme, avant toute chose, c'est une réserve de courage et d'audace pour se projeter en avant, voyant, comme aimait à l'écrire Peggy, ce qui n'est pas encore et qui pourtant peut être demain. À rebours de l'imaginaire de la science-fiction qui s'emploie à exalter la face sombre de nos peurs et de nos fantasmes, l'espérance chrétienne ne nie pas la peur, mais elle nous aide à ne pas y succomber. Alors que nous n'avons jamais été aussi informés des potentialités et des risques qui résulteraient de notre soumission, nous nous trouvons désarmés et inquiets face au vertige de l'inconnu, sauf si nous apprenons à comprendre que l'inconnu, qui est en nous, attend seulement que nous répondions à sa présence. Je voudrais terminer par une forme de prière, pourquoi pas. D'abord en remerciant celui qui a rendu possible cette créativité extraordinaire dont nous voyons aujourd'hui les fruits, comme signe de l'inventive humaine, du fait que l'humanité ne s'arrête pas, elle continue de progresser et de chercher à résoudre les problèmes auxquels elle s'affronte. Je voudrais en même temps exprimer, dans cette forme de prière, le constat que peut-être, par moi-même, j'ai été négligent ou indifférent, ou pas assez attentif à ces multiples développements. Je me suis abstenu par rapport aux dangers qu'ils pouvaient courir. J'ai pensé que c'était d'autres qui s'occuperaient à ma place des conséquences possibles qui, après tout, relèvent des générations futures. Donc, je voudrais finalement plaider pour que se développe dans les générations qui viennent, y compris aussi dans les générations qui transmettent, la capacité de vouloir tourner vers le bien ces développements des technosciences, les analyser sans faiblesse, les accueillir avec audace, avec fierté parfois, mais en même temps avec le souci que toujours elles servent au bien commun et au bien des plus faibles. Je vous remercie. C'est nous qui remercions Jérôme Vignon pour cette conférence. Je vous rappelle qu'elle a été donnée le 24 mars dernier à Nice à l'invitation de l'Église catholique des Alpes-Maritimes. Jérôme Vignon, qui est président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et président des Semaines sociales de France. Il intervenait sur le thème « L'actualité du Concile Vatican II à l'heure des technosciences », morceau choisi par Denis Jobert. Et vous pouvez réécouter l'intégralité de cette conférence, les deux premières parties,
et celles-ci sont disponibles en podcast sur rcf.fr. RCF Nice Côte d'Azur, la joie se partage.